Vous êtes à tous bienvenue à la Provence pour cette table ronde autour de l'emploi et de la formation. Dans le cadre de notre semaine spéciale Parlons Maire, on a voulu ouvrir, et je remercie Lina de ce film autour de l'emploi et de la formation qui va évidemment illustrer notre rencontre de ce jour avec nos invités, parler d'emploi, de formation sur ce territoire avec l'ensemble de nos invités que je vais appeler à me rejoindre sur scène. Géraldine Daniel qui me rejoint, Christophe Madrol, Lionel Mathieu, Jean-François Suas, Alain Liotier qui me rejoint, Guillaume Ginfrey, Éric Mabot et Vincent Parisot, qu'on applaudit s'il vous plaît. Merci à tous les 8 d'être là ce matin pour cette table ronde qui est importante autour de l'emploi et de la formation. On a ouvert hier notre semaine Parlons Maire autour de l'économie bleue, autour du poids évidemment indéniable de l'économie bleue sur ce territoire. On voulait aujourd'hui aller plus loin et voir comment on attire les talents finalement vers les métiers du maritime, comment on les forme, comment on les fidélise dans l'emploi. Et chacun d'entre vous, vous incarnez finalement et vous répondez à cette question. On a beaucoup de monde dans la salle. On donnera évidemment la parole au public qui a forcément des questions sur le sujet. Je voudrais qu'on commence avec vous, Géraldine Daniel. Vous avez un micro. Ils sont normalement branchés. Il y a juste à appuyer sur le petit bouton. Voilà, c'est parfait. Vous représentez l'Observatoire des métiers de la mer en PACA. Je voudrais que vous puissiez nous dire finalement qu'est-ce que ça veut dire les métiers de la mer. On l'a vu dans ce film de Lina, on a une diversité de métiers. Quand on parle de métiers maritimes, métiers de la mer, pour toute personne qui voudrait s'y intéresser et se lancer sur cette voie, de quoi on parle ? Alors, on parle de 120 000 emplois. On est à peu près tous d'accord sur le chiffre. Il a été rappelé hier lors de la table ronde sur l'économie. Mais savez-vous que dans ces 120 000 emplois, on en a quasiment 70% qui sont liés au tourisme maritime. Et si l'on veut s'intéresser aux métiers de la mer, on ne peut pas s'intéresser en même temps aux métiers hôtel, café, restaurant. Effectivement, le restaurant de plage, on aime bien tous y aller. Mais par contre, est-ce que c'est un métier de la mer ? Alors, à l'Observatoire des métiers de la mer, qui est un observatoire mis en place par le Conseil maritime de façade, donc qui ne concerne pas que Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais bien toute la façade méditerranéenne avec les régions Corse et Occitanie. Nous avons travaillé avec les professionnels, en interprofessionnel et en interrégion, pour définir les métiers de la mer. Donc on a commencé par identifier des activités qui sont finalement intrinsèques à la mer, contrairement à des métiers qui se nourrissent de la mer. Et on a identifié 39 activités cœur de mer qui permettent de définir 119 métiers mer. Je vous donne des exemples. Un professeur de planche à voile, on a estimé que c'était un métier mer. Un cuisinier embarqué est un métier mer. Par contre, un cuisinier sur la plage, il n'est pas métier mer. Donc ce travail en fait est très important pour permettre in fine d'accorder à la fois les professionnels et les décideurs sur ce que sont les métiers de la mer et surtout de définir et de promouvoir une offre de formation qui permettent d'accéder à ces métiers mer et qui permettent de répondre aux besoins économiques des entreprises qui travaillent autour de la mer. On reviendra tout à l'heure sur l'évolution de ces métiers, parce qu'on parlera évidemment d'intelligence artificielle, d'innovation, de développement durable, mais d'ores et déjà, vous pouvez nous dire que nombre de métiers ont émergé ces quelques dernières années, ces quelques derniers mois, peut-être parce que les innovations, l'intelligence artificielle, la transition écologique. Effectivement, les métiers de la mer sont des métiers qui évoluent avec les transitions numériques, transition écologique. Et en 2022, lorsque nous avions publié la liste des métiers de la mer, il y avait 111 métiers. Nous sommes en 2025, il y en a 115. Et les métiers autour de l'éolien flottant, par exemple, sur le montage des structures, les métiers de la transition écologique liés notamment à la qualité de l'eau, sont entrés dans les métiers de la mer. Donc ce sont vraiment des professions qui sont, je dirais, dans l'air du temps et qui sont en réponse directe avec les évolutions
du monde actuel. On poursuit ce premier tour de table avec vous, Guillaume Ginfray. Vous représentez France Travail et vous êtes l'expert de cette filière maritime. Je voudrais là aussi que vous puissiez poursuivre. On a indiqué ce nombre impressionnant de métiers de la mer quand on parle directement emploi, travail. C'est une particularité de France Travail de travailler plus en profondeur sur les questions du maritime. Est-ce que c'est récent? Comment vous l'avez appréhendé? Alors, bonjour. À France Travail a été créé ce qu'on appelle, nous, des expertises d'avenir. Donc, c'est des 12 expertises, 6 qui sont opérationnelles, qui vont du bâtiment à l'industrie, le tourisme, le commerce, la santé. Et on a des expertises d'influence, comme le maritime, que je représente. Et effectivement, le maritime, comme l'a dit Géraldine, ça va du métier pur embarqué au métier à terre. Ça peut aller d'un CAP sellerie jusqu'à un scientifique. On est dans le transport, on est dans l'industrie, donc ça reste des métiers qui sont en fort développement, parce que nous, à France Travail, la filière maritime, c'est une des rares filières qui est quand même en pleine expansion chaque année, qui est à plus de 10%. Donc il y a encore des efforts sur beaucoup de points, la féminisation par exemple, on va y revenir. C'est une des filières qui augmente le plus tous les ans, et dans notre région, on n'a qu'à regarder autour de nous, le maritime est partout. On l'a vu et on en a parlé en effet hier. Qu'est-ce qui explique, évidemment, au-delà du fait qu'on est en façade maritime, il faut bien séduire parfois et susciter l'envie d'aller vers ces métiers-là. Comment vous y prenez finalement au sein de France Travail? Alors France Travail n'est pas tout seul, parce bien que sûr. Mes collègues pourront répondre aussi que c'est plus on est jeune et plus on a une appétence au maritime. Donc évidemment, il y a tout un travail qui est fait dans les écoles, au plus jeune âge. On essaye que ça devienne de plus en plus jeune. Nous, à France Travail, effectivement, c'est la réorientation professionnelle. Donc on essaie de faire découvrir les métiers aux demandeurs d'emploi ou aux personnes qui veulent se réorienter. On fait des corners découvertes. On a créé les Jeudis de la mer dans plusieurs agences, que ce soit à Nice, dans les Alpes-Maritimes, sur la Seine-sur-Mer, dans le Var. On crée des rencontres avec des employeurs, avec des centres de formation, pour essayer justement de les convaincre, de leur montrer que c'est une filière d'avenir et qu'il y a énormément de débouchés. Peu importe le niveau de qualification, que vous n'ayez pas de diplôme ou que vous ayez un bac plus 5, vous avez votre place dans la filière maritime. On évoquera tout à l'heure évidemment les secteurs qui recrutent le plus et les employeurs d'avenir dans cette région. Je voudrais vous passer la parole, Alain Liotier, directeur opérationnel du campus des métiers et qualifications d'excellence. Bon, pardonnez-moi, c'est un peu le même exercice, mais vous allez aussi pouvoir nous expliquer ce que vous observez finalement sur le terrain, en prolongement de ce que disaient Géraldine et Guillaume. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, alors au campus des métiers et qualifications, donc économie de la mer, nous travaillons vraiment sur cette problématique de l'attractivité. Comment attirer des jeunes dans la mer, mais j'irai même plus loin, dans les sciences océaniques. Voilà. Alors le spectre du campus, le campus, c'est une émanation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de la recherche, en partenariat avec France Travail, avec donc le ministère du Travail et le ministère de l'Économie. Nous avons mis en place les campus pour faire du lien entre l'éducation et l'éducation nationale et les entreprises. Il y avait vraiment un fossé. Les campus sont là pour rapprocher tout ce système, cet écosystème. Et donc, au campus, on s'est dit qu'il faut commencer dès le plus jeune âge à faire de l'attractivité. Donc il existe un dispositif, ce qui s'appelle le dispositif découverte des métiers en collège, qui a été créé en 2023. Et nous commençons donc à la racine, à partir de la 5e jusqu'en 3e. On essaie déjà de les acculturer au monde maritime. Voilà. Donc on voudrait éviter l'orientation subie, mais plutôt partir sur de l'orientation choisie dans le monde maritime. Voilà. On a un autre levier qui est très important, c'est le BIMER, le brevet d'initiation à la mer. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer sur l'ensemble de la région académique pour acculturer les élèves au monde maritime.
Mais vous allez me dire, ça ne suffit pas. Ce qui se passe, c'est qu'il faut aussi acculturer les enseignants. Voilà. Ils ont entre leurs mains des élèves qu'ils doivent orienter à partir de la 3e. Et l'idée, c'est aussi de former les enseignants à connaître l'économie de la mer. L'économie de la mer, c'est très large. On a vu, c'est la pêche, la pêche et l'aquaculture. Les grands fonds marins, on a parlé d'éolien offshore. On n'a peut-être pas parlé, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est dans l'industrie navale, c'est la mobilité décarbonée. On en parlera tout à l'heure. Et le nautisme. Voilà. Absolument. Donc le spectre est très large et il y a de quoi faire pour tous les jeunes de notre région. Merci beaucoup Alain Liotier. On poursuit ce premier tour de table avec vous, Éric Mabot. Vous représentez ici la Fédération des industries nautiques. Pareil, là on voit bien sur nos différents intervenants pour démarrer cette table ronde que finalement le secteur est en plein boom, ça attire. Comment vous le ressentez? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Est-ce que vous avez le sentiment que là aussi ça s'est peut-être plus professionnalisé? Est-ce qu'il y a de nouveaux débouchés? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre filière? Et ça va se faire parfaitement, allez-y. Bonjour. On ressent j'allais dire, un Everest ou un Cap Horn ou un Cap Sissier à passer. Incontestablement, l'attractivité des métiers de la mer vers les jeunes et moins jeunes Français est un vrai sujet. Alors, toutes les initiatives qui ont été citées ici sont extrêmement importantes. Chaque fédération, la région, enfin un certain nombre d'entités développent des choses pour essayer d'attirer les jeunes vers ces métiers, vers cet environnement maritime. Le vrai souci de mon point de vue, c'est qu'on a un problème culturel. D'abord, les Français ne sont pas des marins. Et donc, imaginer travailler sur l'eau, c'est d'abord la déconstruction d'une représentation culturelle que, Alain en parlait avec les professeurs, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Pourquoi? Parce que travailler en lien avec la mer, dans l'imaginaire français, c'est d'abord travailler sur l'eau ou sous l'eau. Et que travailler sur l'eau ou sous l'eau, c'est évocateur en fait d'un voyage qui peut être vécu positivement ou négativement. Et en fait, pour les populations professionnelles que l'on cherche à attirer, il n'est pas certain que cette évocation en voyage soit toujours ressentie de manière très positive. Donc il faut d'abord déconstruire avant de pouvoir reconstruire dans un ensemble qui est quand même assez hétéroclite. Et le concept des métiers de la mer est un concept que nous, on interroge régulièrement. Ouais. Parce qu'en fait, en termes de métiers, à la Fédération des industries nautiques, nous, on est plus proche du bâtiment et de l'automobile que les autres, parce que voilà, c'est ça nos métiers, les plombiers, les mécaniciens, c'est ce genre de choses. Et finalement, comment faire en sorte que cet ensemble fonctionne? Est-ce qu'on parle des métiers de l'air? Est-ce qu'on parle des métiers de la terre? C'est pas certain. Voilà, donc il y a à la fois une question de représentation et une question de communication. Et vous sentez des basculements quand même dans les approches? Ils sont longs, en tout cas plus longs que ce qu'on peut souhaiter. Les basculements sont évidemment très nets sur toutes les populations, je dirais Bac+, et encore à construire pour les populations Bac- et Bac, globalement pour être très clair. Christophe Madrol, vous êtes vice-président de la région Sud. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous entendez ce que dit Éric Mabot sur cette nécessité de convaincre et de participer de ce basculement enfin, global, en fait, finalement, sur l'image que peut avoir la mer. Vous le ressentez, vous aussi? Non, il faut appuyer sur le petit bouton. Là, il est là, sur un micro. Je ne suis pas professionnel de communication, pardon Olivier. D'abord, merci à la Provence d'organiser cette semaine. Comme je le dis régulièrement, et Éric Mabot a complètement raison, si j'étais marxiste, je vous dirais que c'est un combat culturel permanent. L'histoire de la mer, surtout sur notre façade méditerranéenne, puisque j'ai la chance, et le Renaud Muselier m'a confié la gestion de 1000 km de côte, plus de 147 ports, plus de 78 ports labellisés ports propres. Et ce combat culturel est permanent dans nos actions avec tous les partenaires que nous accompagnons avec la région, que ce soit la formation, que ce soit les campus des métiers, que ce soit la FIN, que ce soit l'Union des ports, que ce soit l'ensemble des partenaires. Et c'est un combat culturel parce que nos habitants de notre région ont cette crainte de l'eau et la mer a toujours été... l'envahisseur venait de la mer. Et
intellectuellement, c'est marqué. Et Éric Mabot a raison de parler de ce conflit qu'il peut y avoir. Tout ce que nous mettons en place, il y a ces métiers de l'eau, mais on ne parle pas effectivement métier de l'air ou métier de la terre. Et notre boulot à la région, avec les différents intervenants que nous accompagnons, c'est de se dire, et les pôles de compétences, comment on arrive culturellement à transmettre l'avenir et la vision qu'on peut avoir. C'est pour ça que nous avons créé le Parlement de la mer. Le Parlement de la mer, que nous avons créé avec la région, avec tous les intervenants, beaucoup d'entre vous qui sont ici. Quand j'ai pris la vice-présidence de la région et quand j'ai travaillé sur les questions de la mer, je me suis rendu compte que les gens ne se parlaient pas. L'industrie maritime ne parlait pas avec les centres de formation, ou très peu. Les lycées ne parlaient pas forcément avec le yachting, le nautisme. Et donc, on a créé ce Parlement de la mer en sortant des silos pour que tout le monde puisse se parler, comme dans un parlement, où tous les intervenants puissent se parler et pouvoir projeter les marchés, quels sont les marchés porteurs, quelles sont les formations porteurs, comment travailler avec les lycéens pour pouvoir les amener à faire des formations autour des métiers de la mer. On a essayé de parler de la réalité, sortir des clivages traditionnels d'une boîte contre une autre, travailler avec l'ensemble des porteurs, que ce soit CMA, CGM ou Naval Group, que ce soit avec la FIN, avec la Fédération internationale du nautisme, que ce soit avec les groupes qui vous accompagnent la Provence dans cette semaine, et ce qui nous a permis de pouvoir structurer un débat et créer ce qui nous plaît avec Renault Musée, une synergie de territoire. On est un territoire très particulier. Et on voit des résultats avec, en effet, cette... C'est exactement ça. C'est exactement ça. On voit les résultats parce que, et systématiquement, que ce soit avec Pôle emploi, avec les 10% de jeunes que vous essayez d'accompagner autour des métiers de la mer, je vois dans les forums des métiers la difficulté que nous avons. Oui, il y a une appétence des jeunes, mais là, de franchir le pas, de s'engager sur un métier au niveau de la mer, c'est très difficile. Je ne sais pas si notre ami pourra en parler plus, mais c'est vrai que je suis toujours surpris de voir qu'il y a une queue devant le stand, que ce soit de la Marine nationale ou d'autres activités, mais de là à franchir le pas, c'est beaucoup plus difficile. On va y revenir avec chacun des intervenants. Je voudrais vous donner la parole. Commandant Lionel Mathieu, commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, commandant de l'école des marins-pompiers de la Marine et de la Marine à Marseille. Christophe Madrol évoquait ce combat culturel. Est-ce que vous le ressentez, vous, lorsque vous avez à recruter? J'imagine pas. Les gens viennent vous voir parce qu'ils sont séduits par le corps que vous incarnez ici sur ce territoire des marins-pompiers de Marseille, par exemple. Alors oui, nous le ressentons. La Marine nationale est d'abord un employeur et donc un recruteur et en lien avec soit des formateurs qui sont en extérieur, avec ce réseau là, des métiers de la mer avec lesquels nous travaillons, mais aussi avec des formations internes. Quand on parle des métiers de la mer ou des métiers de la Marine nationale, en fait, la question qui est pour nous importante, employeur particulier, avec une vocation particulière, c'est quand même celle du sens. Pourquoi aller en mer ? Pourquoi aller en mer ? Pourquoi travailler en mer ? Et donc, on se rapporte à la mission pour définir ça. La mission de la Marine nationale, c'est de protéger les Français et de défendre les intérêts maritimes de la France sur tous les océans et sur toutes les mers du monde. Et c'est pour ça qu'il faut aller en mer. Ça va donc structurer non seulement le métier, mais ça va structurer aussi l'activité professionnelle avec tout ce qu'elle a de particulier, l'autonomie, la permanence, le sens du service. Et donc, ce que nous disons à nos jeunes pour justement peut-être franchir ce saut culturel, c'est ce que vous allez vivre finalement dans ces métiers particuliers de la mer, une aventure de découverte. Alors oui, quand on va d'abord vers l'autre et vers les autres à travers le monde, une aventure humaine, cet fameux esprit d'équipe qu'il faut travailler en communauté, il faut travailler ensemble plusieurs jours de suite, parfois plusieurs mois, une aventure professionnelle, un métier, une progression professionnelle, des responsabilités, et puis une aventure citoyenne au service du pays. Je crois que c'est tout ça qu'il faut aborder quand on parle des métiers de la mer, et pas simplement finalement l'activité professionnelle où je suis manœuvrier, où je suis mécanicien. Oui, mécanicien, mais je suis mécanicien en mer et pour nous, pour ce qui nous concerne, dans la marine. Quelques chiffres peut-être sur les recrutements, ou en tout cas les postes qui pourraient être à pourvoir dans les... Oui, alors c'est important, évidemment, puisque la marine, c'est à peu près 40 000 personnes. C'est 4 000 recrutants par an, vous voyez, 10%.
Pourquoi ? Parce qu'une armée, et encore plus la marine, doit être jeune. Parce que la mer, il ne faut pas en cacher non plus les contraintes que sont la vie en mer, les exigences, la rigueur, les éléments naturels. Mais c'est aussi ce qu'il faut en faire une richesse. Oui. Voilà. Et ce qui permet de découvrir soi-même et de découvrir les autres. On va revenir sur cette notion avec vous, Jean-François Suez, président du Conseil de développement du port de Marseille-Fos. Je voudrais qu'on puisse peut-être rebondir sur ce que disait Lionel Mathieu à l'instant, sur la question du devoir finalement, du sens des missions. Quand on est en charge du développement au port de Marseille-Fos, est-ce que ça se ressent, ça ? Comment on le fait vivre, cette question du devoir ? Alors, avant toute chose, je vais me présenter. Alors, merci de nous avoir accueillis aussi, ravi de participer à cette table ronde. Moi, je suis pilote maritime. Donc, ça fait 40 ans que je vais en mer et donc vendredi, je serai à Port-de-Bouc pour piloter des bateaux et la semaine d'après au Frioul pour piloter les bateaux. Donc, évidemment, moi, mon engagement, je le rappelle souvent, c'est qu'il y a 43 000 emplois. On va essayer de faire un petit focus après sur les emplois, mais il y a 43 000 emplois qui sont liés directement au port. Alors, c'est 42 700 exactement, les chiffres de 2023. Donc, ça veut dire qu'en fait, 1000 emplois publics, on va dire institutionnels, liés à l'exploitation du grand port maritime, et qu'on est quand même 42 000 à jouer autour. Ce qui est énorme, évidemment. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a donc 110 000 emplois sur la métropole qui sont liés, on va dire, au port et à la logistique, sur 720 000 emplois donc privés sur 1 900 000 habitants. Donc vous voyez un peu l'importance sur ces... Il y a 6 grandes filières, on va dire, sur le territoire. Donc c'est une des plus importantes, évidemment, avec l'aéronautique, la santé et bien d'autres. Moi, l'appel de la mer, un peu sans doute comme Lionel, moi je l'ai eu à 12 ans. Donc je ne me suis pas posé trop de questions. C'est-à-dire qu'à partir de 10-11 ans, je savais que je ferais un métier. Alors j'ai d'abord pensé aux militaires, puis je n'avais pas envie de cela. Après à la pêche, j'ai vu que c'était très difficile. Et puis un jour, à 15-16 ans, on m'a dit, tiens, la marine marchande. Et j'ai toujours été séduit par l'idée d'avoir un métier original. Je ne me voyais pas passer une vie classique dans un bureau ou autre, bien que finalement le reste de ma vie m'a obligé aussi à faire autre chose que de conduire des bateaux, même si c'est la priorité de ma vie professionnelle. Tout ça pour vous dire aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est le côté très positif. Moi, j'ai participé pendant 10 ans aux travaux du comité France Maritime à Paris, où il y a une vingtaine de représentants directement rattachés au Premier ministre sur cette filière, avec évidemment toutes les grandes filières dont on a parlé ici. Il y avait 300 000 emplois maritimes quand je suis arrivé. Il y en a presque 500 000 aujourd'hui quand je quitte en 2025 cette institution. Donc vous voyez, on a pris 200 000 emplois en 10 ans. Et l'objectif d'ailleurs, quand on a décidé cela en 2016, c'était d'en avoir 1 million avec un chiffre d'affaires autour de 150 milliards en 2030. Alors je ne crois pas qu'on sera à 1 million malheureusement, mais vous voyez, ce qui est certain, après ce focus national qui, à mes yeux, est fondamental pour vous représenter en fait 17 millions d'emplois en France, privés, donc chez nous 500 000. Juste pour vous dire que sur, en plus, notre région sud, puisqu'on va faire ce focus au moins, ou peut-être même de la Méditerranée, on a une grande partie de ces emplois et toutes ces filières. La Marine nationale, par exemple, je vais vous donner quelques chiffres, c'est 40 000 emplois. Le portuaire que je représente, on va dire 130 000 en France. Intérêt, ce qu'ont dit mes amis Savon et Chauvin hier, ils avaient complètement raison. Il y a nécessité de regrouper les filières et de créer un lycée, une université de la mer à Marseille. Pour ceux, moi qui suis voileux, moi qui plonge régulièrement, je suis toujours fasciné que pour refaire par exemple mes cordages de voilier ou mes voiles, je dois attendre 2-3 mois où il y a un manque effectivement d'effectifs. Quand on parle de transition écologique, on a des pôles de compétences extraordinaires du côté de Nice ou à Sophia Antipolis ou à l'Université de Marseille-Aix, mais ce n'est pas encore suffisamment. Il faut pouvoir accélérer les formations pour pouvoir faire venir ces jeunes à formations liées à la mer. Le dernier point que je voudrais aborder, on parlait tout à l'heure du Parlement de la mer. Créer, et c'est une volonté du Premier ministre, cette micro-région, cette macro-région méditerranéenne, en regroupant le Parlement de la mer de la région Occitanie et de la région Corse, permettra de créer effectivement cette captation de formation et d'emploi, puisque nous le faisons au niveau de l'administration avec l'IRA, avec Bastia. Nous pourrions très bien imaginer avoir des conventions avec l'Occitanie, la Corse et la région Sud pour pouvoir créer des formations autour des métiers de la mer spécifiques en Méditerranée. Alain, Géraldine, peut-être sur les formations, dites-nous un petit peu où nous en sommes. Il y a du monde dans la salle, on va leur donner la parole, mais il y a des gens qui nous regardent aussi. Soyons un peu pédagogiques sur le sujet. Alors, au niveau des formations, il y a de l'existant. On peut aussi se baser sur l'existant. Il existe la coloration maritime,
C'est-à-dire qu'on peut très bien faire de la mécatronique, mais avec une petite option navalisée, on peut très bien travailler dans ce domaine-là. Donc, vraiment, les campus travaillent autour de ça, la coloration maritime. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'il faut sortir de la région PACA et travailler sur la notion de façade. Et donc, nous portons le projet FAMEX 2030, qui a pour vocation justement de travailler sur la formation, sur l'ensemble de la façade, harmonisée et concertée. Et donc là, dans une semaine, il va y avoir une formation de tous les formateurs en maintenance nautique sur une activité de formation qui est la maintenance nautique assistée par ordinateur. Voilà. Cette formation, on ne la fait pas qu'à une échelle régionale, mais on l'a pensée avec l'esprit de façade. Et ça, c'est très important pour les jeunes. Un jeune qui va se trouver à Nice, il va retrouver ce même type de formation. Et on travaille vraiment cette notion de formation harmonisée et concertée. Ça veut dire que vous êtes en lien permanent avec les entreprises, les grands groupes, pour aussi relocaliser des formations sur le territoire? Alors l'idée, c'est de prendre bien sûr les besoins, travailler sur les besoins des entreprises. Actuellement, par exemple, il y a un besoin sur la propulsion électrique. Voilà, on retrouve ça dans l'automobile. Donc le campus a financé 11 lycées en plateau technique avec des moteurs électriques pour que les jeunes puissent se former sur ces moteurs. Voilà. Là, on est dans le cadre de la mobilité décarbonée et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'on travaille sur les compétences et métiers d'avenir. Et l'avenir, c'est la mobilité décarbonée, le vélic qui va revenir dans on en parlait hier, le naval. Il faut former ces jeunes. Et le fait de travailler sur des plateaux techniques innovants, parler de numérisation, de GMAO avec des casques VR, on est en train de redonner de l'attractivité. Les jeunes disent « Ah, mais finalement, on va utiliser des outils VR. Quand je vais piloter un robot sous-marin, je vais utiliser une manette de Xbox. » Et ça va les attirer. Mais il y a un effet waouh, mais c'est comme ça la réalité. Les robots sous-marins, on les pilote avec des manettes de jeu qu'on trouve dans le commerce. Et ça participe à l'attractivité. Géraldine. Oui, alors pour participer à cette attractivité et surtout à la meilleure connaissance des métiers par le grand public, dans le cadre de l'Observatoire, nous avons mis en place une cartographie de l'offre de formation dans nos 3 régions. 3500 formations maritimes sont présentes en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse, dont 800 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que là, on s'est concentré et on a fait un focus sur les formations avec des compétences typiquement maritimes. Mais le propre des métiers maritimes, c'est qu'ils sont bien plus larges. Quand vous avez besoin d'un soudeur, la formation de base, c'est soudeur. Et on ajoute une compétence, une coloration maritime. Donc aujourd'hui, l'objectif que l'on a tous ensemble, c'est justement d'attirer ces jeunes et d'attirer ces compétences et de montrer qu'une fois qu'on a une formation, avec une coloration, avec un complément, on peut accéder à ces métiers du maritime. C'est-à-dire que les portes, elles sont ouvertes tout au long de la carrière professionnelle. Et tout au long de notre carrière professionnelle, la mer peut devenir notre lieu de travail. Vincent Parisot évoquait la question de l'innovation, de l'intelligence artificielle, de l'expertise. Ça, c'est vrai que pendant les formations, il y a un focus forcément qui est fait sur ces notions-là. Bien évidemment, la cartographie de l'offre de formation et les chiffres que je vous donne aujourd'hui ne sont pas fixes, mais sont évolutifs. Et progressivement, on voit que ces formations se diversifient. Et finalement, l'entrée, elle peut être à la fois technique, numérique, transition écologique, mais la porte peut aussi être maritime. On est sur un double mouvement ciseau. D'où l'Observatoire des métiers de la mer et la cartographie, parce qu'à un moment donné, avec les professionnels, on a besoin aussi de se recentrer sur les leviers d'action pour pouvoir promouvoir ces métiers et ces formations. Vincent, peut-être, et puis Guillaume Linfray.
Juste un exemple, quand un câble est coupé en mer, alors il y a des redondances, hein, quand un câble est coupé, le trafic va passer ailleurs, mais on ne va pas le laisser longtemps coupé, donc on envoie le plus rapidement possible un bateau pour le récupérer. On remonte le câble à bord. À bord, pour le réparer, ça se passe, c'est un technicien qui soude de la fibre chez vous, c'est à peu près le même métier. Voilà, il va souder des petites fibres, et puis ensuite, il va le protéger dans une enveloppe en plastique très dure. Donc ça, ce n'est pas une expertise très particulière. Le tech qui est venu installer votre Livebox à la maison, c'est la même chose. Par contre, remonter un câble qui est à plusieurs milliers de mètres au fond de l'eau, c'est une expertise assez particulière. Donc on le crochette avec un câble, mais il faut qu'on sache où il est exactement. Avec les plaques tectoniques qui bougent, parfois il n'est pas exactement à l'endroit où il devait être, donc on envoie des robots. Et typiquement, l'innovation et l'écosystème d'innovation, là, nous a beaucoup aidé. On a travaillé pas mal avec une boîte de Rousset là-dessus, pour avoir des robots hyper performants qui correspondent exactement à nos besoins, avec lesquels on a pu travailler le cahier des charges. Et un peu, c'est dans le sens de ce que vous disiez, c'est l'écosystème qu'il y a autour du navire, autour de l'équipage, en termes d'innovation, et on voit que la proximité aussi avec les équipes pour avoir des produits les plus performants possibles et aussi les plus fiables et pour permettre aussi de la maintenance facile, l'écosystème qu'il y a autour des ports est absolument important. Guillaume Ginfrey, donc il y a du boulot, qui recrute, hein. Quels sont les grands groupes qui aujourd'hui sont en capacité de faire des offres? Déjà, je voulais revenir sur tout ce qui est formation. Alors, je crois que c'est l'époque, hein, avec l'avancée de l'IA et tout. Même les salariés ont besoin de se former tout au long de leur carrière. Ce qui peut poser un certain problème. C'est vrai que les 10 dernières années, voire même un peu plus, je rappelle, à l'époque, il y avait, moi, mes parents, ils me disaient, il y avait que le médecin qui avait une voiture. Aujourd'hui, je suis forcé de leur expliquer que la télé, ça passe par un satellite, que leur téléphone leur parle. Donc, il y a quand même un fossé et tout le monde est forcé de se former. Donc, il y a des besoins, effectivement, d'entreprise. Quand on a des demandeurs d'emploi qui arrivent et eux, on n'est pas du tout de cette filière-là, France Travail a mis en place les recrutements par simulation. Donc là, on va chercher directement les compétences. On ne regarde pas le CV, on ne regarde pas les diplômes, et on leur fait passer des petits tests. Voilà. Et après, on voit très bien qu'une couturière peut faire de la voile, peut réparer des voiles. On voit très bien que, une bijoutière peut faire maroquinière, parce qu'ils ont les mêmes compétences. Et nous, on prend les compétences qu'on va transposer directement sur un autre métier. Après, sur les grands groupes, dans la région, on est quand même on est bien servi. Hein. Que ce soit dans le refit, on a quand même un des 3 chantiers qui peut accueillir les méga-yachts. Donc ça fait avec la Ciotat. On a le premier port de défense, donc à Toulon. Au niveau de la formation, d'ailleurs, la marine a réouvert l'école des apprentis. Donc on dit tout le temps que l'armée est un peu l'antichambre de ce qui va se passer dans la société, mais on voit toujours que là, il s'adresse de plus en plus aux plus jeunes. On revient sur l'école des mousses. Sur les grands groupes, Naval Group continue de s'étendre. On a le transport maritime. France Travail est impliqué justement avec les Corsica Linea. On a encore à Toulon, on a les Corsica Ferry. Les croisiéristes pour le transport de passagers, je crois on a plus d'une centaine de croisiéristes qui sont dans notre région. Donc des métiers, la région, on représente, je crois, 30% de l'économie maritime française. Et on évoquait la question de l'innovation, l'expertise, l'intelligence artificielle. Hier, lors de notre table ronde sur l'économie bleue, cette addition de start-up qui aussi sont en train de fortement progresser sur ce territoire, ça vous ressentez ça aussi autour de l'intelligence artificielle, par exemple, des métiers d'expertise. On évoquait le câble sous-marin. Là, ce sont des métiers qui émergent fortement et avec des demandes. On ressent les besoins et on ressent aussi les besoins des demandeurs d'emploi ou des personnes qui se réorientent de se former. Donc, on a une expertise numérique aussi à France Travail et on offre tout un panel de formations justement. France Travail a créé France Travail Pro, donc ils sont des conseillers dédiés aux entreprises, donc ils vont rencontrer les entreprises qui vont chercher les besoins et qui vont les adapter après pour former les demandeurs d'emploi. Donc peu importe le secteur, j'ai envie de dire, là on parle du numérique, mais c'est dans tous les secteurs que France Travail s'investit. Mais voilà, on est conscient qu'il y a un gros besoin en formation et que la formation, que ce soit des demandeurs d'emploi ou des salariés déjà en poste, elle est continue.
Lionel Mathieu, je voudrais qu'on revienne sur, dans le prolongement de ce que disait Guillaume Ginfray, sur la marine. Alors la formation, évidemment, et puis peut-être aussi les profils que vous recherchez quand il s'agit de recruter. Je crois que ça fonctionne parfaitement bien. Ça marche. Ça marche très très bien. Ouais. On vous entend parfaitement, commandant. Allez-y. Très bien. Alors comme vous l'évoquez, effectivement, la marine a recréé, alors déjà il y a quelques années, l'école des mousses et aujourd'hui recréé ce qu'on appelle l'école des apprentis. Oui. Pour répondre à un besoin de formation technique, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la formation technique, elle est parfois un peu en carence, alors que finalement, notre pays, dans tout un tas d'activités, on a un fort besoin, et la marine en particulier. Et ça me permet d'évoquer que dans la marine, aujourd'hui, on recrute finalement du niveau 3e à Bac plus 5, tout simplement parce que tout le monde n'a pas ou vocation ni envie d'aller jusqu'à Bac plus 5, et il faut pouvoir offrir à chacun qui veut travailler en mer ou venir rentrer dans la marine une opportunité de le faire. Et ce qui est important, c'est de pouvoir le faire au moment où on en a envie. Et justement, on parlait tout à l'heure du changement culturel, et je voulais revenir sur un point, c'est que ce qui est important, c'est que quand un jeune a envie de travailler en mer, on ne le laisse pas trop longtemps à terre. Et notamment qu'on ne le laisse pas trop longtemps dans une école pour atteindre le Graal de la formation, mais qu'on puisse le faire embarquer très vite ou travailler dans un port très vite pour qu'il touche du doigt finalement ce que c'est qu'être en contact avec la mer et travailler en mer. Et puis la formation continue, et dans la marine on la pratique beaucoup, la formation continue fera son œuvre plus tard pour lui faire monter les différentes échelles. Et les jeunes sont aujourd'hui très demandeurs de ça. Alors vous avez parlé de l'immersivité, finalement tous ces moyens technologiques, mais ils ne font que compenser le besoin d'aller vers une activité et vers la mer. L'autre élément, c'est que finalement, les métiers. Alors, vous parlez d'innovation. Il y a des métiers qui se créent dans la marine, comme ailleurs, la cybersécurité, un certain nombre de développements autour du changement des moyens de propulsion. Mais en fait, tous les métiers évoluent et tous les métiers innovent aujourd'hui, parce que ce qui est le structurant, avant d'être le métier, c'est l'activité, c'est le besoin. De quoi a-t-on besoin pour faire fonctionner un bateau en mer? De quoi a-t-on besoin dans un port pour soutenir une flotte? Et chacun de ces métiers évolue, et il est important que la formation et que le métier suivent cette évolution naturelle. Et là, on revient sur toutes les questions de formation continue et d'adaptation à l'emploi qui sont nécessaires. Alors, vous avez évoqué la marine, mais si on insiste un peu sur les marins-pompiers de Marseille, parce que à Marseille, c'est, n'est-ce pas, le Graal pour beaucoup de jeunes qui voudraient vous rejoindre. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'admiration autour des marins-pompiers de Marseille. Est-ce que là, il y a par ailleurs des profils particuliers? Qui recrutez-vous? Est-ce qu'il y a une formation spécifique? Comment ça se passe? Parce qu'on a aussi beaucoup de demandes de jeunes lecteurs sur le sujet. Oui, alors je voudrais d'abord dire que les marins-pompiers sont un métier Absolument. et une activité bien sûr. De la marine. Les marins-pompiers ne sont pas présents qu'à Marseille. Les marins-pompiers sont aussi présents dans les ports de la marine, puisque finalement, leur métier, c'est la sécurité. Alors, à Marseille, nous avons plusieurs recrutements. Nous avons plusieurs viviers, si je peux employer cette expression. Nous avons un vivier issu de gens qui veulent faire de la sécurité, qui veulent être pompiers, et nous en faisons des marins. Et puis nous avons des gens qui veulent être marins et nous en faisons des pompiers. Et tout ça au travers d'un creuset commun qui est un recrutement que nous stimulons à travers la France, et puis une école commune, celle des marins-pompiers de la marine. Alors pourquoi veut-on être marin-pompier? Je pense que tout d'abord on veut être marin-pompier par altruisme, pour aider son prochain, parce que c'est quand même le quotidien. Le quotidien, c'est pas toujours les grands feux et les grandes opérations, c'est aussi au quotidien aider la population. Et puis, évidemment, on va être marin-pompier pour l'action. Il y a quand même une part, mais c'est quelque chose qu'on partage avec tous ceux qui travaillent en mer, finalement. Ce sont des métiers d'action, ce sont des métiers de l'extérieur, ce sont des métiers du contact avec l'autre. Et les marins-pompiers ne se distinguent pas des autres marins en cela qu'ils ont une progression professionnelle à chacun des stades importants de leur carrière. Alors, si vous voulez être marin-pompier, comme si vous voulez être marin, il faut tout simplement pousser le bureau de l'un des bureaux d'information et de recrutement des forces armées. Nous en avons à Marseille, nous en avons à Toulon. En fait, nous en avons 62 à travers la France. Et nous vous conseillerons, pour être bien sûr d'abord que c'est bien le métier que vous voulez faire et que vous avez de l'impétence pour ça,
Et parfois, vous aurez l'occasion, d'ailleurs, en poussant la porte d'un de ces bureaux, de découvrir que c'est peut-être un autre métier qui, en fait, vous correspond plus. Donc ça, c'est des gros efforts de la marine et des forces armées et du bataillon pour vraiment discuter avec les jeunes et les convaincre ou se convaincre qu'ils sont bien en adéquation avec le métier qu'ils visent. Parce que rien ne serait pire que la déception ultérieure. Mais on a de bons arguments. Et le premier d'entre eux, c'est que la mer, ce n'est pas un bureau comme les autres. Merci beaucoup, Amiral. Alors, Jean-François, peut-être un mot sur le grand port et sur les métiers du port. Là aussi, on a évoqué la formation, la mission, le devoir, l'envie finalement. Parlez-nous des métiers, des recrutements qui sont peut-être à venir. Justement, vous permettez que je réponde quand même à l'ouverture du grand port. Oui, rapidement. À notre Amir, très rapidement. Alors, on engage rarement des gens sur les autoroutes ou les pistes d'aéroport. Nous, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup de lieux sur l'espace portuaire qui sont dangereux, qui sont des lieux d'opération. Et malheureusement, c'est aussi simple que ça. Alors, toutes les polémiques existent, évidemment, qu'on peut ouvrir aux extrémités, comme ça se passe évidemment à l'Estac ou aujourd'hui à la Joliette. Mais la réalité, c'est que l'exploitation d'un navire est dangereuse. C'est ce qui en fait d'ailleurs toute l'adrénaline quand on les pilote, quand on les exploite en tant que docker ou autre. Ça, c'est un premier point. Et si mon ami est vraiment amoureux de Dunkerque, eh bien, il ira voir, il va déménager pour Dunkerque. Mais je ne suis pas certain qu'il le fasse. Pas certainement plus. Moi non plus. Sur les emplois. Donc, pour les métiers portuaires, alors, il y en a beaucoup de catégories. Alors ceux que, évidemment, on connaît souvent le mieux, c'est ce qu'on appelle les services portuaires, c'est ceux qui sont liés à l'exploitation des navires. Donc il y a 4 grands services qui sont le pilotage, le remorquage, le lamanage et la manutention. Donc ceux-là sont vraiment liés à l'exploitation des navires et il n'y a rien de très particulier. On fait l'école de marine marchande et juste un petit mot là-dessus sur, on va dire, le transport, puisque la plupart sont quand même liés au transport. CMA, par exemple, a un besoin de 4000 navigants par an d'ici 2030. Vous voyez un peu ce que ça représente. Alors, ils ne seront pas tous français malheureusement, mais enfin, ça correspond à un vrai besoin. La Corsica Linea, Ponant. Nous avons une grande partie des amateurs français qui sont à Marseille. D'ailleurs, le chiffre de 30% de l'économie portuaire, il est un peu faible à mon avis. Mais enfin, c'est toujours difficile de savoir ce qu'on y met dedans. Mais c'est vrai qu'ici, on a des bastions. Après, vous avez tout ce qui est lié à la réparation navale, qui est énorme aujourd'hui. Donc, ce sont des métiers plus classiques, parce qu'évidemment, comme vous l'avez souvent dit, là aussi, c'est des plombiers, etc. Il y a un lien avec la mer, puisqu'on est sur un bateau, avec les spécificités d'un bateau. Et après, il y a tous les métiers aujourd'hui qui sont liés évidemment aux négoces, aux industries. Alors, Arcelor, c'est 5000 emplois, évidemment, les raffineries. Donc, tout ça n'existe que parce qu'il y a un accès maritime et des bateaux qui viennent, qui viennent desservir. Mais après, évidemment, soit vous êtes embarqué ou vous êtes embarqué, sans jeu de mots, dans l'aventure maritime pure liée à l'exploitation des navires. Mais ça, c'est une toute petite partie. La réalité, c'est que l'emploi maritime lié à l'exploitation portuaire, vous voyez, au pilotage, par exemple, aujourd'hui, on fait des bateaux à 2 pilotes, un pilote numérique qui embarque avec un ordinateur à côté du pilote le plus ancien, ce que je suis malheureusement maintenant. Et vous voyez, on a développé avec des startups locales des outils en tant qu'entreprise qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Ça, c'est vraiment l'innovation. Alors, c'est vrai que moi, je parle plus de digital que d'IA, parce que l'IA, c'est quand même beaucoup l'image, des choses comme ça. Nous, sur nos métiers, l'intelligence artificielle, on va dire qu'elle est là, je l'ai toujours connue, hein, quand on avait un radar, quand on avait, il y avait des liens. Aujourd'hui, ce qui est fabuleux, c'est justement d'avoir, pourquoi on peut mettre des bateaux de 400 mètres dans le port de Fos, alors qu'on est rentré plutôt à 300 mètres il y a une dizaine d'années, parce qu'on a le port, il n'a pas tellement changé, hein, vous voyez, à Marseille. Et par contre, les bateaux, ils ont grossi. À l'évidence, la massification est passée par là. Nous, ce qui nous a sauvés, c'est évidemment ce support digital en termes d'innovation. Et là, on travaille avec des ingénieurs et on partage un savoir. Et dernier mot, l'aventure maritime, pour moi, c'est ce qu'a bien dit Lionel, c'est une aventure collective. Moi, j'ai d'abord joué au rugby quand j'étais tout petit à Bayonne ou à Biarritz. Et après, je suis pas remonté sur les bateaux à partir de l'âge de 15 ans. Pourquoi ? Parce que j'aimais les autres et j'aimais être avec eux. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand on veut naviguer, quand on veut vraiment vivre sur la mer, il faut aimer les autres, il faut aimer être avec des gens, parce que c'est quand même, il y a aussi des contraintes, hein, je ne vais pas vous le cacher, quand vous partez 2 mois en mer, et ce serait un peu idiot de les cacher. Mais il y a tellement de merveilles, c'est sur celle-là qu'il faut se concentrer. Éric Mabou, on l'a vu, on forme, on recrute. Il faut fidéliser aussi toutes ces personnes dans l'emploi. Vous travaillez, vous, au sein de la Fédération des industries nautiques, à cette question-là, garder les gens, les faire évoluer, les faire progresser ? Absolument. Ça fait partie du champ de l'innovation. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé en matière d'innovation, enfin, d'une manière, c'est tout ce qui est lié à la transition environnementale d'une manière générale.
Pour ce qui concerne l'industrie nautique, vous savez qu'on utilise des matériaux carbonés pour construire les bateaux. Vraisemblablement, demain, ils ne le seront plus. Et donc, il y a des recherches qui se font, qui ouvrent des nouveaux métiers et des nouvelles compétences. Il n'aura échappé à personne que le rapport des Français, enfin des Occidentaux d'ailleurs, et notamment des jeunes Français au travail a changé ces dernières années. Il y a un avant et un après le Covid, si on veut résumer les choses. Et aujourd'hui, une des questions qui se posent aux entreprises, d'une manière générale, c'est comment j'attire des talents dans mon entreprise et comment je les garde. Comment je garde ceux qui sont déjà chez moi. Et donc cette notion de fidélisation, qui historiquement était parfois traitée de manière un peu rapide par un certain nombre d'entreprises, est aujourd'hui au centre des réflexions. Et en fait, la fidélisation, elle commence dès l'attractivité. C'est pourquoi, à un moment donné, comment je vais faire en sorte que des gens viennent travailler dans mon entreprise. Voilà. En se préparant à répondre à des questions qui peuvent être des questions extrêmement curieuses. J'ai assisté récemment à une entreprise pour recruter quelqu'un qui faisait de la maintenance nautique. Le jeune, avec son bac pro maintenance nautique, il rentre devant le chef d'entreprise et la première question qu'il pose, c'est « Vous en êtes où sur le plan environnemental ?» Bon, évidemment, on avait préparé les choses, mais il y avait une réponse. Voilà. Donc, il y a une fidélisation qui impose, je dirais presque, à l'entreprise de s'intéresser à l'attractivité, à la formation et évidemment au bien-être du salarié dans l'entreprise. Et pour un secteur composé de TPE, comme le sont les industries et les services nautiques, c'est un vrai challenge, à nouveau, pour changer les référentiels et la façon d'aborder les sujets. Il n'y a pas que l'argent. Vincent Parisot, peut-être sur cette question-là, vous qui êtes aussi en charge de la RSE, c'est des sujets importants, hein, la fidélisation, comment on forme tout au long de la vie. On en parlait évidemment avec nos invités. En entretien, une personne sur deux, un jeune sur deux pose la question de la RSE, de l'impact environnemental. D'ailleurs, je peux petite digression sur l'IA, si c'est possible. Voilà, l'IA, c'est entre plus 25 et plus 30% de data échangée d'ici 2030 en l'état actuel de la technique. Alors, vous avez vu Nvidia avec des nouvelles puces, etc. Ça bouge très, très vite. Mais globalement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est plus 30%. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie en plus. Et donc, les entreprises visent la neutralité carbone en 2040. Donc, on court à une baisse des émissions de CO2 entre 20, 30, 40, 50, 60% à peu près d'ici 2040. Et dans le même temps, vous avez 30% de données en plus qui sont échangées, donc 30% de consommation en plus. Donc en fait, c'est un double squeeze qui, pour les télécoms, sont extrêmement compliqués. Alors on travaille plusieurs choses. On travaille tout ce qui est énergie déjà, l'ensemble des data centers, l'ensemble des éléments qui sont derrière les câbles pour le coup, pour arriver à la neutralité carbone sur une échéance à 2040. On travaille aussi énormément le recyclage. Donc aujourd'hui, votre impact carbone, il n'est pas tant avec ce que vous allez échanger au quotidien, mais il est aussi sur les terminaux. Donc la capacité aussi à avoir des terminaux recyclés. Et si on fait un peu une focus sur le sujet de la mer, on pose souvent la question des câbles sous-marins, quel est leur impact en fait écologique. Donc un câble aujourd'hui, il est quasiment neutre quand il est dans l'eau. Il y a un petit peu d'électricité qui passe dedans. Vous avez un répéteur tous les 80 km pour que le signal puisse traverser jusqu'à l'Atlantique ou jusqu'à traverser la Méditerranée selon les câbles. C'est un petit équipement électrique en fin de compte. On envoie l'électricité depuis l'endroit à Marseille par exemple où le câble est hébergé et on va envoyer de l'électricité jusqu'au bout. Alors on est sur des câbles qui font des dizaines de milliers de kilomètres pour certains. Il y en a un nouveau qui va arriver ici, qui vient de Tunisie, qui s'appelle Medusa, où votre équipe, Olivier, a reçu l'invitation pour arriver à l'atterrissement du câble à Marseille dans quelques semaines. Donc on met des répéteurs tous les 80 km. C'est pour ça que de temps en temps, il faut les relever pour aller changer le répéteur au bout de quelques années. Donc, mais le câble, il est quasiment neutre. Et même à certains endroits, on nous demande de les laisser dans l'eau parce qu'ils sont très vite colonisés. Et donc pour les poissons, comme une épave, c'est un truc assez sympa. Donc quand ils sont très vieux, on les coupe à l'arrivée. Les 5-6 derniers kilomètres, on les évacue. On l'a fait à Martigues il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a 2 ans. Mais sinon, le reste est dans l'eau. Ensuite, on travaille pas mal sur les bateaux. Le Sophie Germain, qui est le dernier navire amiral de la flotte, il a des NOx qui ont baissé de 90%, comme la majeure partie des nouveaux bateaux. Un impact CO2 de 30% en moins. Et puis, ils sont hybrides. Donc, ça amène aussi au métier. Un navire hybride, ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers pour faire l'entretien autour. Donc, ça amène aussi à former les gens, la RSE, sur des nouvelles technologies. Amiral, vous voulez réagir? Oui, je voulais évoquer le sujet de la fidélisation, puisque c'est un sujet important pour la marine et
c'est également un sujet important pour moi dans ma fonction de commandant des marins-pompiers. Et je crois qu'à la fois la marine et nous-mêmes, les marins-pompiers, nous avons eu quelques modèles de succès sur cette question. Pour moi, il y a plusieurs ressorts. Le premier, je l'évoquais tout à l'heure, c'est éviter la déception de l'arrivée dans l'activité. Et donc là, bien avoir discuté avant, à la fois au moment du recrutement et au moment où le jeune s'engage dans l'activité, sur le fait qu'il ne va pas être déçu. Et pour ça, l'immersion préalable reste quand même un élément important. Deuxième élément, c'est lui offrir une progression professionnelle, une prise de responsabilité et surtout lui donner un éclairage sur ce que va être son futur, qu'il ne soit pas dans l'inconnu. Vous connaissez tous la version au risque de nos concitoyens et pouvoir l'éclairer, ça va évoluer, c'est important. Le troisième élément, c'est toujours la question du sens. Le sens de mon métier, le sens de ma mission, à quoi je sers. Là aussi, un rôle évident d'encadrement sur cette question-là et un rôle du collectif, des camarades, de ceux avec qui on travaille. Et enfin, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, très important pour les marins. On a dit tout à l'heure, c'est quand même un métier qui supporte un certain nombre de contraintes. On part longtemps, on est en mer, les conditions météo peuvent être difficiles. Et puis, on a cette proximité. Il ne faut pas le cacher. Il faut vivre avec, il faut l'accepter. Il faut organiser la vie autour de ça. Marine, sur les bateaux, les bateaux à 2 équipages, ce qui permet d'avoir des moments de relâchement. C'est aussi l'alternance entre la terre et la mer. Et derrière l'alternance entre la terre et la mer, il y a un enjeu sur le métier. C'est que dans un métier, il ne faut pas être monotage. Il faut avoir plusieurs compétences, pouvoir travailler en mer, pouvoir travailler au port, puisque une marine, c'est aussi des ports, et c'est des ports industriels avec de nombreuses compétences. Donc voilà, il faut travailler tous ces éléments-là pour pouvoir offrir à nos personnels des moyens et l'envie de rester chez nous. Christophe Madrol, et on passe aux questions de la salle. Allez-y. Oui, juste un petit mot. Tout à l'heure, Géraldine parlait du comité maritime de façade. C'est important de rappeler à nos auditeurs qu'il y a une organisation, une planification de notre façade maritime, que ce soit par le comité maritime de façade qui rassemble sous la gouvernance du préfet maritime et du préfet de région et des préfets de région. Il y a les opérations d'intérêt régionaux qui regroupent l'ensemble donc des industriels que j'ai l'honneur de coprésider avec le directeur du port de Marseille, Hervé Martel. Il y a également l'ensemble des clusters maritimes qui travaillent sur l'histoire de la façade pour organiser ce travail sur le territoire. C'est important que, tout à l'heure je parlais de ce côté culturel, c'est important qu'avec le Parlement de la mer, c'est important que les gens puissent parler pour voir où il y a nécessité de formation, où il y a nécessité d'accélérer et de financer les formations, afin qu'il y ait une coordination et une cohérence sur le territoire. Notre région, les régions Occitanie, Corse et méditerranéenne, région sud, contrairement à la région atlantique qui a une culture du travail ensemble autour des métiers de la mer, nous, il n'y a qu'une dizaine d'années que nous commençons à travailler réellement sur la question méditerranéenne, puisque la mer a été considérée comme un lieu d'activité nautique. Mais aujourd'hui, avec le développement du yachting, du nautisme, et l'ensemble des activités dont on a parlé aujourd'hui, c'est un nouvel Eldorado. Et sincèrement, il n'y a que 10 ou 15% des métiers existants aujourd'hui qui se développeront dans l'avenir, puisqu'on ne sait pas du tout quels vont être les métiers d'avenir. On parlait de l'IA. Aujourd'hui, on peut lire dans le mar de café, mais je ne sais pas quels sont les métiers qui vont naître des métiers de la mer de demain. Géraldine, un petit mot, et puis on passe aux questions de la salle. Oui, simplement pour venir rajouter au débat, sur la fidélisation et sur les recrutements, ces métiers s'exercent principalement sur la façade maritime, sur la côte. Et aujourd'hui, ensemble, on se rend compte qu'on fait face à 2 écueils principaux qui sont le transport. Ouais. Comment est-ce qu'on se rend sur son lieu de travail? Comment est-ce qu'on est à l'heure le matin quand on travaille dans le golfe de Saint-Tropez l'été? Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, l'hébergement. Le coût de l'immobilier dans notre région avec des salaires, une échelle de salaire assez classique dans le maritime. Tout le monde ne gagne pas des milliers des cents. Donc voilà, ça, ce sont des enjeux sur lesquels je pense que collectivement, on s'accorde pour inviter les politiques à accompagner le développement de ces emplois maritimes parce que il faut y aller à la mer. En effet, c'est un sujet qu'on évoque dans beaucoup de nos tables rondes. Des questions dans la salle, un micro va circuler. Qui voudrait peut-être réagir,
peut-être avoir des précisions sur les métiers, les filières, les formations. Oui. Alors, écoutez, d'abord, madame, je vous ai vu, et monsieur, je vous ai vu derrière. Allez-y, madame, si vous voulez bien poser votre question, présentez-vous. Si ça va fonctionner. Allez-y. Allô ? Oui. Allô, allez-y. Bonjour. Je voulais déjà remercier la Provence pour cette conférence qui est très intéressante. Donc, je suis référente des métiers de la mer à la mission locale de Marseille, donc spécialiste des jeunes de 16 à 26 ans. Donc, je voulais vous faire part d'une difficulté que nous avons concernant les formations. Certains jeunes n'arrivent pas à accéder à la formation, la volonté est là, le parcours a été validé, il a vraiment travaillé son projet et on se retrouve avec des difficultés d'accès à la formation, notamment par exemple matelot de pont, ce genre de choses. Voilà, donc je voulais savoir si vous aviez un programme pour l'année prochaine, une augmentation de place ou ce genre de choses. Voilà. Question pratique et précise. Qui veut prendre la main là-dessus? Allez-y. Vous compléterez. Oui, alors la cartographie permet d'identifier les différents lieux de formation par niveau, par ville. On a un système de tri. Donc ça, c'est une première réponse. Mais sur l'accès à la formation, on le sait, parfois, on a des prérequis. Et c'est sur ces prérequis que les dispositifs sont développés, notamment par France Travail et par les missions locales, de façon à lever les barrières à l'accès en formation. On n'a pas de pression particulière, sauf peut-être sur, vous me citiez matelot de pont, c'est ça, mais normalement on n'a pas de pression particulière sur l'ensemble du territoire, mais moi je parle avec une vision macro sur l'ensemble de la façade méditerranéenne et je sais que bien souvent on est sur un cas, un élève qui peut accéder à telle formation sur tel lieu parce que justement il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas se loger. Donc c'est une prise en charge plus globale mais qui est travaillée par les missions locales et par les opérateurs de l'emploi. Attendez, allez-y, prenez le micro. Oui, excusez-moi. Donc du coup, là, la difficulté, c'est les jeunes, justement, qui ont tous les critères, les freins sont retirés. L'accès à la formation propre, souvent, est une difficulté. C'est vraiment l'accès. Il ne manque que ça. C'est par rapport au nombre de places, en fait. Allez-y, Géraldine et Eric, ensuite. Allez-y. Alors, moi, je n'ai pas les stats précis sur cette formation-là. Après, il y a des effets de mode, hein, on sait. Ça se gère sur le courant de l'année. Il y a des nouvelles formations qui sont créées, mais sur les formations plus traditionnelles, on n'a pas vraiment de projet. Je me tourne aussi vers la région, mais on ne crée pas spécialement de places supplémentaires. Après, c'est bien qu'on soit en lien et que vous nous fassiez remonter parce que ça fait partie des choses qu'on peut faire évoluer. Hein. Rien n'est figé dans le marbre. Christophe, pour répondre clairement, merci à mes collègues. C'est vrai que par rapport à ce profil-là, il y a peut-être un manque. Nous, on réagit sur le plan de formation selon la demande aussi qui émerge du terrain. On a vu qu'il y avait une demande de formation par rapport au capitaine, je vais me planter, 200, c'est ça ? C'est ça. Donc on a ouvert des plans de formation. Il y a aussi tout ce qui est autour de BIMED. Je crois qu'il y a eu des formations qui ont été montées par rapport à des demandes concrètes qui émanent du terrain. S'il y a des demandes liées aux matelots ou je ne sais pas quoi, ça aussi on peut en tenir compte. Parce qu'il faut être très précis sur le nombre de jeunes. On ne va pas ouvrir des formations si c'est pour un jeune. On a eu ce problème-là sur alors je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle, pour l'accompagnement des visites à partir de 12 personnes à bord des bateaux. Merci Bruno. BACPM. Il y a eu une demande du terrain de cette formation-là pour accompagner en été, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de demandeurs de formation suffisamment pour ouvrir une formation à La Ciotat et à Marseille. Donc, on s'est retrouvé un peu gros gens comme devant sur la demande. Voilà, mais je ne sais pas si c'était clair. Eric. Mais Oui, Eric, merci Christophe Madrol. Et puis une question au fond, allez-y. Alors, sans pouvoir répondre précisément, mais c'est assez révélateur des difficultés qu'il y a à adapter en fait l'offre de formation à la réalité du besoin. Comme l'a dit Christophe, il y a des dispositifs qui existent, comme le plan régional de formation que vous connaissez, et il y a malheureusement en matière de métiers maritimes des formations qui ne trouvent pas de candidats. Et il y en a d'autres où il y a trop de candidats. Et en fait, ça fait partie des choses innovantes sur lesquelles on doit tenter de travailler. C'est l'adaptabilité de cette offre de formation
aux réels besoins du terrain, sachant que derrière, un organisme de formation pour vivre, il y a un modèle économique. Et que ce modèle économique, pour qu'il puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un minimum de stagiaires, un minimum de candidats. Voilà. Alors, ça échappe peut-être aux règles de l'éducation nationale, Alain, où le modèle économique n'est peut-être pas tout à fait le même. Mais en tout cas, pour les autres, il y a une réalité économique derrière la formation. Merci beaucoup. Une question au fond, le micro va circuler. Allez-y, monsieur, je vous en prie, présentez-vous. Bonjour, Franck Palazzo, je suis entrepreneur et marseillais. Je remercie une nouvelle fois la Provence pour cette initiative et justement ce tour de table intéressant aujourd'hui aussi, avec quelques partenaires intéressants, notamment sur les parties techniques. J'ai peut-être une remarque un peu au sens large. J'ai 55 ans, j'ai été à un moment donné en troisième et je me suis posé des questions sur mon orientation professionnelle, ma future orientation. J'ai pas la chance d'avoir des parents docteurs ni qui ont fait de la politique. Et pour le coup, j'ai été beaucoup sensibilisé à la mer. Donc j'ai appris à nager très jeune. Et je considère aussi que j'adore la voile. Voilà, donc ma question est au sens large, je pense, bien au-delà de la région, mais plutôt au niveau de l'éducation nationale. Car je ne pense pas qu'on puisse faire des bateaux drones et qu'il est important d'avoir de l'humain au centre de la mer, au centre du bateau, et bien entendu sur le pourtour du port. Et ces métiers dont on parle beaucoup d'éventuellement un lycée adapté au métier de la mer, toutes ces choses-là. C'est très intéressant, ce sont des moyens. Mais encore une fois, l'humain est important et les jeunes, qui aujourd'hui donc, sont les futures générations qui vont travailler, doivent parler de concret, doivent savoir ce que c'est. Et je pense qu'il est très important déjà de commencer à les familiariser avec la mer, parce que ce n'est pas un milieu simple, c'est pas la mer, c'est assez dangereux quand on ne maîtrise pas et quand surtout on ne respecte pas certaines règles qui sont nécessaires pour la sécurité. Et bien entendu, au-delà de ça, une fois qu'on a pu faire peut-être des stages concrets en troisième, en quatrième, ou un peu après, ça permet de s'orienter plus facilement sur, on va dire, ces métiers qui sont concrets. Et bien entendu, je parle une dernière fois de concret volontairement derrière tous ces réseaux sociaux qui nous coupent complètement de la réalité et qui évitent donc aux jeunes de pouvoir faire de l'interactivité avec des professionnels. Voilà, j'insiste sur la mission, à mon avis, qui est nécessaire de représentation de la région au niveau de la vision nationale et de l'éducation nationale. Merci. Alain Liotier, vous en parliez tout à l'heure, la nécessité, dès le plus jeune âge, de découvrir la mer, finalement. Oui, alors, comme je l'ai dit, c'est une thématique sur laquelle on travaille énormément. Je vais reprendre, j'ai entendu tout à l'heure, il y avait quelque chose qui intéresse aussi les élèves, c'est l'impact qu'a l'économie de la mer sur la planète. Et ils sont très sensibles à ça, les élèves. Et je pense que c'est un moyen aussi pour les attirer, parler de préservation de la mer, parler de la préservation des océans. Et avec ça, déjà, on va les attirer autour de la mer. En troisième, on ne va pas dire à un élève, donc toi, tu n'as pas le niveau, tu vas faire un bac pro maintenance nautique. Non, on va lui dire, est-ce que le domaine maritime t'intéresse? Si déjà l'élève dit oui, je veux faire quelque chose dans la mer, il a vu plein de choses, il a fait un stage d'observation en troisième, il a vu que finalement il avait une appétence pour la mer, on a déjà gagné. Après, en fonction de son parcours, il va peut-être finir faire un doctorat et oui, il sera dans les sciences océaniques, mais il y a de la place pour tout le monde et c'est vraiment sur quoi il faut travailler. Et c'est vrai que pour l'instant, dans l'éducation nationale, ça manque de concret. Et on a travaillé, on s'est dit, mais pourquoi pas maritimiser les contenus scolaires? C'est-à-dire que quand je fais des maths, je peux travailler sur un support maritime. Quand je fais de la physique, je peux travailler sur la flottabilité, le principe d'Archimède. Je suis dans le maritime. En techno, je peux travailler sur la dronautique. Là, on va parler vous savez que les drones en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui arrive sur la place, avec tout ce qui se passe dans le monde. Le drone, on n'arrête pas de parler de drone. En techno, on peut travailler sur de la dronautique. Et le fait d'intégrer ça dans les programmes scolaires, la mer dans les programmes scolaires, on va travailler sur l'appétence. Ils vont dire, finalement, ce que je fais là en techno, ce que je fais en SVT, ça correspond aussi à un métier. Et si on finit la séquence pédagogique en montrant une vidéo ou une capsule vidéo d'un métier, en lien avec la séquence pédagogique qu'ils ont vécue, ça va donner du sens, vraiment. Et on travaille sur cette fibre, c'est
quelque chose de concret et leur montrer que ça se passe à côté de chez eux. Il y a des professionnels qui travaillent dans le même domaine. Eux, ils l'ont vu en cours. Et puis petit à petit, il va y avoir une graine qui va pousser et on va retrouver ces élèves forcément dans le maritime. En tout cas, moi, je l'ai vécu. J'ai fait 30 ans enseignant. La mer, ça a toujours été ma priorité dans mes thématiques. Je travaillais sur la robotique sous-marine, l'archéologie sous-marine, la météo marine. Et maintenant, je suis content, j'ai plein d'élèves qui viennent me voir et disent monsieur, je travaille à l'Ifremer. Monsieur, je travaille sur un bateau. Et petit à petit, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Mais ça commence dès le début, en 5e. Merci beaucoup. D'autres questions, d'autres interventions? Oui, madame. Attendez, il y a un micro qui va arriver. Je vous en prie. Présentez-vous. Bonjour. En fait, je souhaite juste apporter un complément à tout ce qui vient de Je vous en prie. Moi, mon fils était au lycée des Calanques à Marseille et justement en spécialité mer. Donc, il est en bac pro GMNF, donc gestion des milieux naturels et de la faune, en option mer. Il est en section sauvetage et plongée sous-marine. Et c'est vraiment une super formation. Donc là, il va intégrer le BTS GPN. Et donc, nous recherchons une alternance. Bon, c'est pour ça que moi, je suis venue ici pour voir justement tous les différents intervenants. Et je partage complètement ce que vous venez de dire sur la passion parce qu'on a découvert cette section, il était au collège. Et on l'a poussé, accompagné. Et ces formations sont hyper concrètes. Il y a plein de stages. Et c'est vraiment un métier passionnant. Donc voilà, nous, on est en recherche d'alternance. Parce que ça, c'est pas facile non plus pour pouvoir poursuivre ce cursus. Donc, l'appel est lancé. L'appel est lancé, voilà. Mais il y a beaucoup de formations dans ce lycée très concrètes sur ces sujets-là, en tout cas. Ils ont un très beau bateau, exactement. Ah, ouais, merci Christophe Madrol de nous le repréciser, vous avez raison. D'autres questions peut-être dans la salle? Là-bas, je vois madame lever la main. Madame, on va prendre le micro et on vient vers vous. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Allez-y. Moi, je voudrais revenir sur les propos qui ont Parlez bien dans le micro. Je voulais revenir sur les propos qui ont été tenus tout à l'heure par rapport à la démocratisation de la mer et à l'accès. Alors, Marseille entière est tournée vers la mer. Donc, tous les Marseillais, quel que soit leur métier ou le quartier où ils grandissent, ont accès à la mer. La vraie question, c'est la mise en situation et surtout de répondre aux besoins à une jeunesse qui a changé. Aujourd'hui, mes enfants, ils n'ont pas la même jeunesse, ils n'ont pas la même demande que moi, par exemple. La mise en situation professionnelle et surtout une espèce d'indépendance aussi bien intellectuelle et financière se fait de plus en plus tôt. Mais la mer, en fait, concrètement, aujourd'hui, mon fils de 19 ans, il n'y a pas accès. Parce que il faut avoir des connaissances. Pendant très longtemps à Marseille, c'est ça qui a été perdu. C'est que les dockers et tous les métiers que vous avez évoqués sont devenus des castes. Alors, comment on fait pour que les enfants de Marseille, aujourd'hui, puissent justement arriver à s'approprier et aimer la mer telle que moi, je l'ai aimée? Parce qu'ils n'ont pas du tout le même rapport à la Méditerranée que j'avais moi à leur âge. Voilà. Merci. Madame, qui voudrait réagir? Christophe Madrol. Non, c'est une question très intéressante. Comment on amène la jeunesse marseillaise à aimer la Méditerranée et pouvoir travailler autour de la Méditerranée? C'est une question, je crois que tous les politiques qui ne sont pas médecins, et puis le salaire d'un médecin et d'un politique n'est pas du tout la même, jeune homme. C'est pas pareil. Mais c'est vrai que c'est une vraie question qui nous obsède. Alors, quand on est Marseillais, on a eu toujours ce débat, comment on amène les jeunes Marseillais à apprendre à nager, ce qui est une vraie réalité, mais comment on amène aussi ces jeunes Marseillais à pouvoir aller travailler autour des métiers de la mer. Ce que disait Eric et d'autres, c'est vrai que la peur de la mer est culturelle pour beaucoup de jeunes, et c'est pas évident. Ensuite, il y a... Pour vous répondre, il y a de plus en plus de formations. On parlait du lycée des Calanques. Moi, j'ai été impressionné sur le niveau de formation. Moi, mes enfants sont un peu plus grands, mais j'aurais bien aimé que mes enfants aillent aux Calanques pour pouvoir apprendre à plonger, apprendre la biodiversité, apprendre le cycle de l'eau. J'ai regardé le plan de formation des Calanques, des lycées des Calanques, j'étais impressionné. Mais il y a d'autres formations au niveau des campus, des métiers qui font des choses extraordinaires. C'est une question ensuite que le jeune s'intéresse et voit qu'est-ce qui l'intéresse au niveau professionnel. S'il décide, comme le disait Jean-François tout à l'heure, à aller se diriger vers les métiers liés à la mer, il y a un panel d'activités et de métiers qui peut l'intéresser. C'est aussi aux orientateurs, on dit, comment c'est les CI, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle quand on est...
le conseiller d'orientation, merci, de pouvoir les amener à prendre conscience de ça. Peut-être qu'on a aussi, nous, régions, au niveau des lycées, à former les conseils d'orientation, les conseillers d'orientation, à s'intéresser plus au métier de la mer, comme ça se passe au niveau des lycées des Calanques. Éric. Oui, Christophe, bien sûr, mais que ce soit la question de l'alternance, enfin la remarque sur l'alternance ou la remarque de madame, elle nous renvoie à nos propres responsabilités. Vous avez très bien dit, et je partage 1000 fois votre point de vue, que l'immersion était extrêmement importante, et notamment dans des environnements comme les métiers maritimes. Et en fait, un des défis qui se pose aujourd'hui aux entreprises de l'ensemble de cette économie maritime durable, appelée l'économie bleue, c'est comment favoriser les conditions de l'immersion dans les entreprises et dans les nouveaux métiers. Alors, l'alternance est un moyen, il y en a vraisemblablement d'autres qui existent aujourd'hui, mais quand je vois les difficultés qu'on peut avoir pour accueillir dans les entreprises des élèves de 3e, des élèves de seconde, qui sont, pour une part d'entre eux, en train de s'interroger sur leur devenir. Vous avez raison, tout le monde n'a pas vocation à passer sa vie sur les bancs de l'école, en tout cas en formation initiale. Il y a une vraie difficulté de ce côté-là. Et s'il y a des chefs d'entreprise ici qui nous écoutent, c'est un appel que je lance. Accueillez des stagiaires dans vos entreprises, faites découvrir vos métiers, faites découvrir vos entreprises et accueillez des alternants. Merci. D'autres questions dans la salle? Oui. Alors ici, et monsieur, je vous ai vu. Madame, allez-y. Le micro arrive. Je vous en prie, allez-y, présentez-vous. Bonjour, Carole Martin, à la Fédération des entreprises d'insertion. J'avais une question sur l'identification des métiers en tension. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont-ils et sur quelle filière? Et est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont menées? Guillaume, vous voulez répondre? Bonjour. Alors pour les métiers en tension, effectivement, donc c'est une liste qui est mise à jour régulièrement par France Travail, par les enquêtes auprès des entreprises. Alors toutes les filières, je ne les connais pas forcément. Je sais que dans le maritime, il y a la réparation navale, électricien, matelot de pont aussi, on en recherche beaucoup. On se projette aussi sur l'avenir. Donc on sait que le capitaine de sang, bientôt on en aura besoin. Ce que fait France Travail et la région aussi, je les associe, c'est qu'on achète justement des places en formation suite à nos enquêtes avec les entreprises. On sait qu'on va avoir besoin dans peu de temps de réparateurs navals. On va se projeter sur plusieurs années à s'engager à faire des formations de réparateurs navals où on va les financer. Après, effectivement, il faut arrêter toujours un chiffre, que ce soit 15, 20 personnes. La région s'associe avec nous, achète aussi des formations où on va placer les gens. Voilà, les métiers changent tout le temps et effectivement, quand vous allez à France Travail ou dans les missions locales, vous avez un métier en tension. Si votre projet il est solide, il tient la route, la formation elle est financée, soit par France Travail, soit par la région. Donc on a une priorité sur les métiers en tension parce qu'on va enquêter justement auprès des entreprises, savoir quels métiers ils ont besoin actuellement et quels métiers ils vont avoir besoin à court terme, dans les nombres d'années qui vont venir. Voilà. Amiral. Oui, je profite de la tribune pour répondre à deux questions. Donc, sur les métiers en tension dans la marine, parce qu'on représente quand même 4000 recrutements par an, essentiellement les métiers de technique, mécanicien, électrotechnicien, y compris les mécaniciens de l'aéronautique, parce qu'ils vont en mer aussi, sur nos bateaux, donc dans ces métiers-là. Et puis, plus marginalement, mais également en tension, les guetteurs sémaphoriques, donc les métiers du littoral, connaissance de la mer, de l'assistance. Donc tous ces métiers sont en tension. Tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies, systèmes d'information également. Et donc j'en profite sur les immersions et puis les premiers contacts avec la mer. Donc on a parlé des stages de 3e, bien sûr dans la marine, on fait nombre de stages de 3e, et on a aussi un système qui s'appelle les préparations militaires marines, qui intègre pendant une année des jeunes pour leur faire découvrir la marine, soit le samedi après-midi, soit une semaine sur une base navale, avec des contacts avec les équipages. On en a 10 entre la région, entre les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et la région Occitanie. Donc c'est un moyen assez facile. Il y en a une à Aix et une à Marseille. On a aussi un système pour ceux qui sont un petit peu plus diplômés, la Bac+2, qui s'appelle le volontariat officier aspirant, qui permet de passer une année dans la marine, dans différentes fonctions, et qui permet de découvrir ça.
Et puis enfin, ouvert à tous les niveaux à partir de 17 ans, on a la réserve militaire et notamment la réserve de la marine qui permet de servir quelques par an, mais jusqu'à un nombre important, jusqu'à 30 à 60 jours par an, et qui permet aussi d'être soit un contact avec la mer, je dirais épisodique mais régulier, soit une première marche vers un accès au métier de la mer. Donc plusieurs dispositifs existent. On pourra vous renseigner, comme je disais tout à l'heure, dans les centres d'information et de recrutement de la marine. Merci, amiral. Une dernière question, peut-être une avant-dernière. Allez-y, monsieur, je vous ai vu. Le micro vient à vous. Je vous en prie. Bonjour et merci pour l'invitation. Maxime, Synchronicity. On a tendance à retenir dans un débat que ce qui nous intéresse, ou en tout cas sur quoi on est d'accord. Donc du coup, je suis d'accord avec pas mal de choses qui ont été dites. Ça nous rassure, merci. Notamment, Jean-François exprime le fait que on est là pour parler de la mer, mais la mer, c'est avant tout un hinterland, un lien commun entre un territoire, une ville, Marseille, et son port, mais aussi finalement Marseille sur l'axe Rhône-Saône, et donc lié directement avec jusque loin dans les terres par l'axe le fluvial. Donc ça c'est le premier point, ne jamais oublier que les métiers de la mer, ce sont aussi et avant tout, je pense, des métiers qui sont à terre. Et puis le deuxième chose, c'est sur la stratégie de recrutement et sur les questions de RSE. Évidemment que les jeunes recherchent ces questions-là. Mon métier à moi, c'est gérer les poubelles, et pourtant quand j'émets des annonces, je me retrouve avec des polytechniciens, et pas les derniers, plutôt les majors de promo, qui viennent chercher du sens dans leur projet. Et c'est justement ce truc-là qui est important, c'est le côté projet. C'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui nous disent moi, ton truc m'intéresse, par contre, je vais être là 2 ans. Dans 2 ans, je ferai autre chose. Et donc, quel est le projet que je vais suivre pour 2 ans? Et je pense que ce mode de fonctionnement-là est peut-être pas encore assez ancré, de pouvoir juste dire, on va être là pour un temps donné, à vivre une aventure ensemble, et quel est le projet qu'on veut porter. Et des projets, on en a quelques-uns. Comment faire du Grand Port Maritime de Marseille le port éco-exemplaire sur les questions des déchets, justement, sur la Méditerranée, avec une grosse branche solidarité, et on aura l'occasion d'en reparler prochainement ensemble. Et puis, avec Christophe, on va se revoir aussi prochainement sur le plan ancrage. Il y a des choses qui sont faites, ils sont dans les... Ça y est, c'est écrit, c'est cartographié, etc. Maintenant, comment on met en œuvre? Et en fait, c'est ça que les gens, les jeunes viennent rechercher, c'est des projets à mettre en œuvre. On veut arrêter juste d'écrire des bouquins et des rapports, on veut mettre en œuvre des projets. Voilà. Et pour l'alternance, malheureusement, je prenais les alternants, sauf que les changements de réglementation font que maintenant, les alternants, il n'y a plus d'allègement fiscal, allègement de charges en gros sur l'alternance, ce qui fait qu'on se retrouve avec des salariés qu'on forme, ou en tout cas qu'on accompagne dans la formation, qui vont être à l'école pendant un certain temps et qui nous coûtent la même chose qu'un salarié qu'on pourrait avoir temps plein et sur une vision à 2 ans. Donc malheureusement, l'alternance, je ne sais pas trop comment se sortir, mais c'est compliqué. Merci pour vos observations. Peut-être une dernière question, dernière intervention. Allez, madame ici, le micro va venir à vous. Je vous en prie, allez-y. Bonjour, Perrine Lemoine. Je fais une petite intervention effectivement sur l'alternance. J'ai réalisé un BTS GPN. Je suis actuellement en recherche d'alternance dans un bachelor. Et vraiment, c'est très compliqué. On a beau mettre de la volonté, on a beau avoir de l'expérience, on se retrouve devant des murs parce que les structures n'ont pas forcément le financement, le personnel pour accueillir. Donc c'est vrai que je parle un peu pour toutes les personnes qui cherchent une alternance, tous les étudiants qui ont cette volonté-là, mais aujourd'hui, on est face à des murs et on ne sait pas vraiment comment faire pour trouver et poursuivre nos études, tout simplement. Peut-être dites un petit mot là-dessus, parce que je trouve que c'est très important. On a fait beaucoup de dossiers dans la Provence sur la question de l'alternance. La recherche de l'alternance est très difficile pour beaucoup de candidats. On reçoit tous ici, j'imagine, des centaines de CV par an pour des recherches d'alternance. Et c'est vrai qu'on a aussi quelques difficultés. Peut-être un petit message à passer, peut-être sur un mode d'emploi ou peut-être sur les bonnes portes à ouvrir. Alors, j'ai pas la recette miracle. Non, ça on ne l'attendait pas, mais bon, bien sûr normal, c'est bien logique. Bon. Parce que la question est complexe. Effectivement, aujourd'hui, l'alternance, avec les diminutions de financement, c'est compliqué pour les entreprises et donc pour les élèves.
Mais néanmoins, le message, nous, qu'on essaie de faire passer, c'est qu'il ne faut pas voir l'alternance comme une charge financière, mais comme une chance pour l'entreprise d'accueillir et de former de nouvelles compétences quelque part à sa main. Et dans le maritime, on sait que ce côté à sa main, la maritimisation de la profession, du métier, peut passer également par l'alternance. Mais alors c'est vrai, mais il y a aussi des entreprises qui ne peuvent pas prendre d'alternants. Exactement. Voilà, et donc là... parce que ça a un coût réel, voilà. comme le disait monsieur, c'est le coût d'un salarié. Et qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Mais quelque part, on doit resetter notre façon de voir les choses devant la baisse des financements publics et voir l'accueil de ces jeunes comme des chances de former de futurs salariés et de futures compétences pour l'économie de demain. Merci beaucoup. Je vais vous remercier les uns et les autres. Merci à nos invités d'avoir été là ce matin pour cette table ronde autour de l'emploi et de la formation. Demain, on parlera environnement, jeudi, patrimoine, et vendredi, culture, sport et identité maritime. Merci à toutes et à tous. On peut vous applaudir. Merci beaucoup.